Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire L'écho en bref de Swiss Life Asset Managers France. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Béatrice Gage. Béatrice Gage est, comme vous le savez, directrice de la stratégie économique. Elle s'occupe, entre autres, mais surtout, de toute la partie macroéconomique sur l'immobilier. Et c'est le thème, bien sûr, de ce webinaire d'aujourd'hui. Béatrice travaille également, sachez qu'elle est senior advisor à l'IEIF. Elle travaille fréquemment avec Pierre Scheffler, tu Pierre voulais dire? Schoeffler, pardon, excuse-moi Béatrice, je ne retrouvais pas le nom, mais pour tous ceux qui aiment la macroéconomie, les sciences autour de l'immobilier, je vous invite bien évidemment à lire leurs parutions fréquemment sur le site de l'IEIF, ieif.fr. Et puis pour ne pas tarder, Béatrice, bah écoute, je te laisse tout de suite la parole pour qu'on fasse vraiment un point d'actualité. Des grosses questions se posent autour de l'immobilier depuis la hausse des taux d'intérêt, bien évidemment. Quid des prix, des valeurs, des loyers, etc. Bah écoute, nous buvons tes paroles à partir de maintenant et c'est moi qui vais te passer les slides. Béatrice, je te laisse nous parler d'immobilier. Parfait, merci beaucoup Louis Renaud. Bonjour à toutes et à toutes et tous et à toutes, pardon, et très heureuse de vous retrouver pour ce webinaire. J'en profite pour remercier l'équipe et Louis Renaud pour la préparation de ces 20 minutes. En octobre dernier, j'avais intitulé le précédent webinaire Ralentissement, hausse de l'inflation et des taux d'intérêt avec les impacts potentiels pour l'immobilier. Alors, je ne sais pas si vous allez boire les paroles, mais en tous les cas, je vais faire un effort de pédagogie. J'ai pris le parti de ne pas revenir sur les changements de régime d'inflation, sur les choix d'allocation sectorielle et sur tout l'arsenal théorique des primes de risque qui avait été présenté la dernière fois. En revanche, et c'est la première fois que je le fais, j'ai souhaité m'inscrire dans la problématique de la diversification de portefeuille en liaison avec les stratégies portées par les différents véhicules que sont la SCPI Pierre Capital ou le véhicule OPCI Grand Public d'Ina Pierre, donc à la lumière de certaines métriques du marché immobilier, mais pas toutes, et vous allez comprendre pourquoi. Donc l'objectif du jour, c'est de montrer par une approche finalement de recherche comment l'architecture de ces produits que je viens d'évoquer permet d'anticiper une meilleure résilience au cycle engagé en sécurisant bien évidemment le régime de distribution attendu par les épargnants. Donc la présentation va se faire en deux parties. Une première partie relativement courte avec un retour sur les performances 2022 comme ce que j'avais présenté au printemps dernier en 2022 sur les performances de 2021. Je parlerai des politiques monétaires et des perspectives de cela. Et la seconde partie sera uniquement consacrée à l'immobilier avec un argumentaire préparé à l'intention des deux véhicules, SCPI Pierre Capital et OPCI Grand Public d'Ina Pierre, donc dans un souci de pédagogie et pour vous aider tout simplement à décrypter au-delà du produit et les mettre en perspective, encore une fois, par rapport au cycle qui s'est annoncé depuis la fin de l'année. Donc, c'est bon, Louis Renaud, tu vas pouvoir passer, merci, la première slide. Donc, ça, c'est une slide que j'ai présentée donc, à l'IEIF en janvier dernier avec Pierre Schoeffler et c'est un retour finalement sur la hiérarchie des performances des actifs en 2022. Alors, en 2022, vous le voyez, tous les actifs affichent des contre-performances, sauf les matières premières qui restent en tête de classement avec une performance à 20%. Alors, le facteur le plus disruptif en 2022 a été, comme Louis Renaud l'a mentionné, la vitesse et l'amplitude du resserrement monétaire, donc du jamais vu depuis ces 40 dernières années. Et évidemment, ça a entraîné une dislocation synchrone de tous les marchés en 2022. Alors, quelques remarques. Premièrement, le resserrement monétaire a pénalisé les actifs risqués, comme on le voit ici sur le graphique, les actions en rouge, le S&P et les émergents environ de moins 20%. Le CAC, vous le voyez, a fait mieux que ses homologues européens et l'Eurostock en particulier. La dette privée et le private equity sont en rose et ils ont enregistré des baisses de 20 à 30%. L'immobilier, quant à lui, vous le voyez, a fait le grand écart avec des performances très contrastées entre un immobilier côté européen en bleu ciel qui a chuté de plus de 35% en bas du classement et à contrario en bleu marine, l'immobilier direct qui a mieux résisté, quelle que soit la géographie. Enfin, l'immobilier direct dont je parle, en France notamment,
est celui associé au SCPI, donc une performance positive, comme finalement les placements monétaires. On va passer à la slide suivante. Alors, même graphique que précédemment, où les performances en 2022 sont présentées sur l'axe des abscisses comparées à la moyenne depuis la crise financière globale. Et les performances sont bien inférieures, c'est flagrant, pour l'immobilier en général, sauf pour les SCPI. Quand je dis qu'elles sont bien inférieures pour toutes les classes d'actifs. En revanche, la hiérarchie des profils de risque associés aux différentes classes d'actifs, elle est bien respectée puisqu'on a les produits taux en vert en bas, suivis de l'immobilier en bleu et les actions en rouge. Je pense que tu peux passer. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas commenter ce tableau de nos perspectives ligne à ligne, hein, comme la dernière fois. Bon, il faut savoir que Swiss Life Asset Manager opte pour une croissance mondiale anémiée, finalement une croissance qui serait la plus morose depuis la crise financière globale. Et j'allais dire que nos perspectives ne sont pas très différentes des perspectives publiées par les grands organismes internationaux. Alors, de manière plus conjoncturelle, pour aussi commenter ce tableau, tous les indicateurs PMI dans l'industrie sont inférieurs à 50, quels que soient les différents pays, soit en zone de contraction, tandis que ceux associés aux services restent mieux orientés. Dans certains pays d'ailleurs, ils se sont nettement redressés. Alors, pour revenir aux prévisions de croissance, telles que vous les voyez dans le tableau. La France ferait mieux que l'Allemagne en 2023 et 2024, donc ce sont les deux premières colonnes à gauche. L'Espagne, que j'ai ajoutée ici en rose pâle, aurait une croissance supérieure à celle de la zone euro en 2022 et 2024. C'est important de le souligner pour l'OPCI d'Inapierre, dont l'allocation sur le marché espagnol est quasi de 25%, 23% pour être précise. Côté inflation, les deux dernières colonnes, le pic aurait été atteint en 2022, mais l'inflation resterait élevée en 2023, comme vous pouvez le voir par les chiffres, supérieure à 6% en Allemagne et de quasi 5% en France, le bouclier tarifaire ayant totalement disparu. Alors, j'ai fait une parenthèse avec une bulle pour parler de l'indexation des loyers. Pourquoi? Parce que finalement, ces niveaux d'inflation sont plutôt une bonne nouvelle, notamment pour la France et l'ILAT, plus particulièrement. Et j'en profite ici pour faire une parenthèse et une forme de, non pas de redite, mais de définition sur l'ILAT. Compte tenu de la définition de l'ILAT, 50% associé à l'inflation, 25% associé à l'ICAV, qui est le chiffre d'affaires du secteur tertiaire, et 25% associé à l'indice du coût de la construction. Donc, l'ILAT devrait toucher un pic en 2023, quasiment à 7%, et ralentir en 2024. Pourquoi? Parce que l'ILAT va être très inflaté par la hausse des prix à la consommation, qui a été maximale, entre guillemets, en 2022, mais comme en fait, la définition de l'indice repose sur les 4 derniers trimestres, on voit bien que ce qui passait en 2022 va inflater l'ILAT en 2023. Bien entendu, se posent les questions du passage du mécanisme d'indexation à l'ensemble des locataires en France avec un tel niveau, ce qui nous ramène à la discussion sur la solvabilité des locataires, ceux qui ont du pricing power versus ceux qui n'en ont pas. Question que je ne vais pas aborder, mais qui a été largement développée en octobre dernier. Donc, c'est comme Netflix, il ne fallait pas manquer l'épisode de l'automne passé. On va passer à la slide suivante. Alors, très rapidement, le graphique ici présente les taux d'intérêt nominaux sur les emprunts d'État à 10 ans aux États-Unis et en zone euro. L'idée est ici de montrer la normalisation monétaire que l'on avait évoquée depuis le printemps dernier. Ce graphique illustre, comme je l'avais souligné aussi en octobre, la sortie de la période d'assouplissement monétaire démarrée en 2009-2010. Les zones de trading des taux d'intérêt à 10 ans, comme vous pouvez le voir, sont définitivement en dehors de la zone de post-crise financière globale, pardon. Et finalement, c'est une normalisation des taux des emprunts d'État à 10 ans, toute normale, si je peux me permettre. Il n'y a pas de phénomène particulier. Le plus étonnant, bien évidemment, c'est la vitesse à laquelle ce retour s'est opéré et l'impact que ça a eu sur les performances en 2022 et la volatilité que ça a réintroduit en 2023. On va passer à la slide suivante. Sur les taux d'intérêt réels. Alors, les taux d'intérêt réels, ce qui est très important en immobilier,
cette fois. Même configuration que précédemment, des taux des emprunts d'État à 10 ans, donc indexés aux États-Unis et en zone euro. Globalement, ils sont revenus grosso modo à leur niveau d'avant l'assouplissement quantitatif. Donc, rien d'étonnant, si ce n'est que ce n'est pas très positif pour l'immobilier. Donc, en termes de politique monétaire, cette fois, et de retrait de la liquidité, quelques mots peut-être supplémentaires. Les masses monétaires se sont fortement contractées aux États-Unis et en Europe. Et évidemment, quand les masses monétaires se contractent, eh bien, on engage un phénomène de ralentissement économique qui est très visible, comme je l'indiquais, sur les PMI, notamment dans le secteur manufacturier, mais pas que. Donc, le ralentissement est bien là. Côté anticipation des investisseurs cette fois-ci. Le marché anticipe une hausse supplémentaire du taux effectif des Fed Funds et du taux de dépôt de la BCE à mi-2023, suivi d'une baisse de 150 points de base en moyenne pour les deux taux mi-2024. Donc, le marché est désormais unanime là-dessus, a priori. Donc, on va avoir un ralentissement des taux d'intérêt, donc avec une politique monétaire, j'allais dire, moins restrictive que ce qu'on a connu. Mais on a dit, n'oubliez pas la dernière fois, que les taux d'intérêt allaient rester finalement plus élevés que ce qu'on avait connu dans le passé, ce que je viens d'illustrer. Donc, slide suivante. Merci Louis Renaud. Non, peut-être laisser en introduction parce que je voulais faire quelques mots. Voilà, parfait. Alors, quelques remarques préliminaires avant de commenter ensemble les graphiques, ce que je montre ici en filigrane. Alors, premièrement, les volumes d'investissement ont plongé depuis le 4e trimestre dernier en Europe. C'est un niveau très faible, j'allais dire le plus faible observé depuis l'épisode de la crise de la dette souveraine. Évidemment, comme c'est souvent le cas, l'ajustement sur le marché immobilier se fait d'abord par les volumes et ensuite par les prix. En attendant donc le verdict final, à partir du moment où il y a eu un ajustement qui est fait et qu'on est plus ou moins certain qu'on a atteint le bas, les volumes d'investissement peuvent reprendre. Et puis, j'allais dire que la perspective des taux d'intérêt et la stabilisation des taux d'intérêt est extrêmement importante pour que les volumes d'investissement puissent reprendre. Deuxième remarque, sur les marchés immobiliers cotés en zone euro, les indices EPRA, que j'utilise souvent, affichent une décote moyenne sur l'actif net de 40%, ce qui, après prise en compte de l'effet levier, correspond à une anticipation d'une baisse de prix en immobilier coté de 20% en moyenne, tous secteurs confondus. Pour les fonds immobiliers non cotés, on va regarder ça ensemble. Les indices MSCI en zone euro affichent un rendement en capital négatif de 10% sur le deuxième semestre, ce qui témoigne d'un changement de régime. Et je vais passer, merci, sur les marchés cotés. C'est passé un peu vite, mais c'est pas grave. Je voudrais dire qu'en fin d'exposé, on aura aussi, non, mais c'est pas très grave, une réflexion sur les indices de contribution, notamment sur le marché prime, donc qui est le marché de bureau. Voilà. Alors, sur le marché coté des foncières européennes, les cours boursiers, vous le voyez, ici, ils ont décroché en mars 2023. La hiérarchie des performances a été pas mal bouleversée depuis 2020, donc je n'ai pas le temps de tout commenter. La logistique reste en tête, on le voit après quand même un retournement lié à la hausse des taux d'intérêt. Le résidentiel s'effondrait en particulier pour certaines foncières cotées, donc je n'ai pas le temps de développer, je ne développerai pas. Je voulais ici montrer que le segment hôtelier, qui était à un niveau abyssal suite à la crise sanitaire, s'est bien redressé pour être aujourd'hui finalement en seconde position sur l'immobilier coté. Et évidemment, ça veut dire beaucoup de choses sur le marché direct en termes de perspective et d'anticipation des investisseurs sur cette classe d'actifs qui est finalement la grande gagnante de toutes les classes d'actifs, mais j'y reviendrai. On va passer à la slide suivante. Merci. Alors, cette slide suivante a été présentée aussi en octobre dernier pour signifier qu'en 2022, potentiellement en 2023, les épargnants pourraient faire la discrimination finalement entre les gérants que moi j'appelle les corps et les gérants opportunistes, c'est-à-dire ceux qui auront su faire fructifier leur cash flow en dépit de vents contraires et ceux qui n'auront pas réussi à faire fructifier leur cash flow, c'est-à-dire ceux qui auraient finalement uniquement
parier sur une stratégie de baisse des taux de capitalisation. Donc, j'avais mis ces croix pour dire qu'en gros, la hausse des rendements en capital est derrière nous pour 2022 et 2023. Donc, j'avais expliqué que d'une manière générale, seules les stratégies défensives pourraient assurer une stabilité des revenus courants pour assurer la distribution, et les deux véhicules et l'architecture associés à ces deux véhicules en termes de diversification, on va le voir, vont permettre d'avoir des stratégies défensives pour assurer cette stabilité des revenus courants et assurer une distribution. Alors, on va passer dans le vif du sujet, cette fois-ci, slide suivante. Voilà. Pour présenter les premières métriques qui sont celles associées aux valeurs d'expertise. Alors, ce graphique, il présente les baisses de valeur enregistrées par les portefeuilles expertisés, donc, ou les baisses de valeur d'expertise, telles qu'ils sont présentées par MSCI dans leur base de données. Donc, MSCI, je le rappelle, c'est le référent dans l'élaboration de benchmark des fonds. Dans chacun des pays, ces portefeuilles sont associés finalement à des véhicules qui sont détenus par des institutionnels, des véhicules cotés ou des véhicules de type grand public. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'échantillon des expertises, il est suffisamment représentatif pour avoir finalement une bonne visibilité de la baisse des expertises en termes de taille et de granularité des actifs. Alors, l'objectif est ici de comparer les baisses de valeur en termes de prix qu'on appelle donc les rendements au capital en 2022 par rapport à l'année 2021, même si j'insiste sur le fait que la hausse des rendements au capital en première partie d'année occulte finalement le retournement trimestriel qui s'est observé en 2003, mais aussi au troisième trimestre 2022, mais aussi au quatrième trimestre 2022, quand c'est possible de l'observer selon certains pays. Bon, il faut savoir que les données trimestrielles ne sont pas toutes disponibles pour tous les marchés, et c'est la raison pour laquelle je présente des données annuelles. Mais en fait, peut-être pour la première fois par rapport à 2008, les expertises témoignent vraiment d'un retournement à partir du second semestre. Donc, quand on dit en général que les expertises sont retardées, c'est peut-être un peu vrai, mais c'est moins vrai dans ce cycle-là par rapport au cycle antérieur. Donc, c'est important. Donc, ce n'est pas visible ici parce qu'on a des moyennes annuelles, mais c'est quand même important finalement de l'avoir en tête par rapport aux commentaires que je vais faire, notamment pour comparer les différents marchés. Alors, le classement tel qu'il est présenté, il a plusieurs ambitions. Premièrement, on va dresser la hiérarchie des baisses de valeur par grand marché européen en 2022 pour déterminer ceux qui ont été le plus impactés par le tour de vis monétaire, en l'occurrence tour de vis monétaire de la Banque centrale européenne ou de la Bank of England, puisque je compare ici avec le Royaume-Uni. Deuxièmement, comparer les baisses de valeur entre le marché de bureaux et le marché de la logistique, les deux secteurs les plus corrélés au cycle économique. L'objectif est d'illustrer l'amplitude de ces corrections par secteur et plus tard par géographie pour mettre en perspective la stratégie et la résilience de nos portefeuilles, en particulier ceux associés à la SCPI, Pierre Capital et l'OPCI Grand Public d'Inapierre. Donc, à titre indicatif, j'ai intégré les marchés américains. On regarde la problématique du moment qui a été associée, bien entendu, à la faillite de certaines banques régionales américaines et fortement exposées à l'immobilier commercial, mais je ne rentrerai pas dans le détail, sauf éventuellement dans le Q&A si vous avez quelques questions. Alors, sans surprise, comme le suggère le graphique, le secteur de la logistique est plus corrélé que le bureau au cycle économique, et ce secteur a enregistré des baisses de valeur supérieures à celles des bureaux. Donc, l'idée n'est pas de regarder les chiffres en valeur absolue, mais d'apprécier les profils pour comparer l'amplitude du retournement entre les secteurs, puisque ces moyennes intègrent le plus grand retournement à partir du second semestre, comme je l'ai dit en introduction. Le secteur logistique européen, donc au-delà de sa très forte corrélation avec le cycle économique, a été très fortement impacté par le choc exogène lié à la hausse des prix de l'énergie. En particulier, l'Allemagne et l'Italie sont plus exposées par leur dépendance énergétique à des pays tiers et par le poids de l'industrie manufacturière dans leur économie. Alors, je ne m'attarderai pas plus puisque le portefeuille de Pierre Capital n'est pas exposé au secteur de la logistique. Sur le véhicule grand public d'Inapierre,
qui est une grande capitalisation. La part de la logistique est inférieure à 10% et répartie sur plusieurs lignes, évidemment, pour minimiser le risque, avec une partie sur la France et seulement une ligne en Allemagne. Sur le marché des bureaux, la hiérarchie en termes de baisse de valeur, vous le voyez ici, elle est conforme aux attentes, puisqu'on a un marché britannique qui a été fortement impacté par la hausse des taux d'intérêt et le déraillement en septembre-octobre dernier, un marché espagnol qui affiche une baisse des rendements en capital en moyenne de 4% sur 2022. Ce sont essentiellement les marchés périphériques de Madrid moins établis qui ont décroché au second semestre et qui accusent la baisse des rendements en capital la plus significative. Parenthèse, Pierre Capital n'est pas exposé à l'Espagne et Dina Pierre a un actif de bureau à Barcelone dans un quartier de référence en termes d'offres de qualité pour les entreprises les plus innovantes en termes de R&D et de tech. Donc, Dina Pierre, en ce sens, est immunisé, puisqu'en fait, cet actif ne représente qu'une ligne, 6% de la valeur du portefeuille. Sur les deux marchés de bureaux français et allemand, les baisses de valeur sont bien inférieures à la moyenne européenne. Le marché français enregistre une baisse des rendements en capital de 3%, tandis que le marché allemand enregistre une baisse inférieure à 1%. Donc, il existe des différences entre la France et l'Allemagne, notamment en termes d'expertise, mais je ne vais pas m'y attarder. Il est souvent fait mention, encore une fois, que les valeurs d'expertise sont en retard par rapport au marché de la transaction. La baisse des valeurs d'expertise, telle qu'on l'observe sur cette planche, évidemment, reste éloignée des décotes qu'on peut observer sur le marché de l'investissement, mais j'y reviendrai. Encore une fois, les expertises ont bien démontré une forme de retournement à partir du second semestre, donc elles ne sont pas si en retard que cela. Voilà. Alors, dans la slide suivante, on va illustrer la stratégie de diversification autour du binôme bureau-hôtellerie, stratégie au cœur de Pierre Capital. Alors, cette slide présente les rendements en capital des bureaux comparés à ceux de l'hôtellerie pour le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, l'Allemagne et l'Italie, les marchés les plus profonds en termes de stock d'actifs. Notre objectif est ici de montrer la très bonne performance du secteur hôtelier en 2022, donc via l'accolade, comparativement aux autres secteurs d'une manière générale et en l'occurrence le bureau. Donc, même si certaines baisses de valeur ont pu être enregistrées sur la fin d'année, et encore, c'est même pas sûr, on n'a pas la granularité, même pas au UK, elles n'ont pas compensé finalement, ces baisses n'ont pas compensé les fortes hausses enregistrées auparavant. Donc, comme vous pouvez le constater sur le graphique, l'Espagne, la France et l'Italie enregistrent des performances positives en termes de rendement en capital. La baisse marginale de 0,2 ou stabilité en moyenne des rendements en capital en Allemagne s'explique par un secteur très exposé au tourisme d'affaires d'une manière générale. Malgré cela, le secteur de l'hôtellerie allemande résiste mieux que le secteur du bureau. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, s'il y a bien une classe d'actifs qui sort gagnante finalement du cycle sur lequel on s'engage, comme le montraient les marchés cotés, c'est bien le secteur de l'hôtellerie. C'est confirmé ici par les rendements en capital. Alors, j'ai inscrit en filigrane sur la gauche le fait que les 4 grands marchés de l'hôtellerie en termes de nuitées en Europe sont l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne. La stratégie de Pierre Capital est depuis le début ouvertement orientée avec une diversification entre bureaux et hôtellerie, des secteurs très complémentaires en termes de gestion de portefeuille. Ce graphique tente à montrer que la diversification opère bien, comme anticipé en amont de la stratégie par l'équipe de gestion. Alors, quelques remarques supplémentaires que je vais illustrer avec quelques graphiques pour associer finalement stratégie ex ante et observation et performance ex post. Et aussi, ça va me permettre de reprendre le souffle. Voilà, si tu veux bien passer à la slide suivante. Voilà, là, c'est finalement une photographie un peu macro-sectorielle du secteur de l'hôtellerie globale dans le monde et ensuite en Europe. Donc, l'arrivée des touristes dans le monde en 2022 était près de 30% inférieure à son niveau d'avant-crise. C'est le graphique du haut, en haut à gauche que j'ai fait. En Europe, le différentiel n'est
que de 20%, et c'est le graphique du bas à gauche de la slide. Donc l'Europe est restée de loin, comme on le voit ici, la première destination des arrivées de touristes par rapport finalement aux autres marchés asiatiques et américains, et aussi par rapport à la moyenne mondiale. Alors, sur le marché de l'hôtellerie, les 3 premiers marchés, Espagne, France et Italie, ont enregistré un rebond de leur prix moyen par chambre et aussi RevPAR. Et ce rebond des prix moyens a été supérieur à l'inflation, ce qui signifie qu'en termes réels, les prix atteints en 2022 ont été supérieurs à leur niveau d'avant la crise sanitaire. Donc ça, c'est très important. Ça montre que le secteur a été véritablement gagnant. Et les revenus nets de la balance commerciale de ces 3 pays, donc en haut à droite, témoignent du succès de ce secteur pour ces 3 marchés. Donc c'est le meilleur indicateur que j'ai trouvé pour illustrer la bonne santé du secteur au niveau macroéconomique. Donc la heatmap que vous voyez plus bas présente le niveau atteint en termes d'arrivée pour le secteur hôtelier stricto sensus par rapport à 2019, juste pour suggérer comment moi-même, d'un point de vue de recherche, je traque le segment hôtelier au niveau pan-européen et aussi sur certains autres marchés comme la Turquie par exemple. Donc les 3 marchés corps, Espagne, Italie, France, continuent de polariser la demande européenne depuis la crise sanitaire. Le travail hybride, les longs week-ends, les séjours plus courts et plus fréquents font que la France et l'Espagne sont les destinations les plus demandées pour des raisons structurelles et que la demande, a priori, ne va pas se tarir à court terme et à moyen terme. Donc, comme vous le voyez en haut à droite, donc identifié par les drapeaux, l'Espagne a signé un excédent commercial historique en 2022, donc témoignage de la bonne tenue du secteur. Donc, cette dernière remarque me permet de faire la liaison avec la stratégie élaborée par l'équipe de gestion et leur volonté de se positionner en Espagne avec des acquisitions d'hôtels pour l'OPCI grand public d'Inapierre sur des localisations très prisées comme Valence, Las Rosas, l'île de Majorque, Ménorque ou encore Barcelone. Donc leur stratégie savamment travaillée participera bien entendu à assurer une belle distribution dans le temps. Alors je me permets de rappeler que SLAM dispose d'un pôle expertise localisé en France d'une dizaine de membres actifs pour toute la plateforme européenne de Swiss Life Asset Manager, et ses collaborateurs gèrent les actifs de manière directe et sont les mieux placés pour identifier de potentielles opportunités sur l'ensemble du périmètre européen en termes de localisation et de concept. Je rappelle que le pôle est actif depuis les années 2010-2012. Donc, on a quand même un track record suffisamment long. Donc, slide suivante. Après cette reprise de souffle. Alors, pour enfoncer le clou, je vais me permettre ici de présenter et pour partager avec vous notre approche fondamentale du secteur de l'hôtelier, cette diapositive qui présente les performances des marchés boursiers sur un horizon de 10 ans, pour faire le lien avec ce que j'ai dit aussi sur l'expertise du pôle hôtelier et nos convictions chez Swiss Life Asset Manager. En rose, clair, l'indice hôtelier pan-européen, il est comparé à l'indice Eurostoxx 50 en Bordeaux sur les 10 dernières années. Alors, il est aisé de visualiser ici la surperformance de l'indice hôtelier sur long terme par rapport à l'Eurostoxx 50. Ce graphique fait tout simplement écho à la stratégie de diversification qui a déjà été évoquée dans le cadre de la stratégie de l'OPCI grand public d'Inapierre, mais aussi de la SCPI Pierre Capital, entre la complémentarité du binôme bureau-hôtel, tel que l'écrivait d'ailleurs le gérant Julien Guimet dans son bulletin trimestriel passé. Sur un horizon de 10 ans, vous voyez que la performance de l'indice européen ressort à un niveau élevé, 6,5% par an depuis 2013 contre 3% par an pour l'Eurostoxx 50. Donc, l'hôtellerie pan-européenne est rétrospectivement un secteur beaucoup plus diversifiant que l'Eurostoxx 50, avec une rentabilité ajustée du risque supérieure à celle de l'Eurostoxx 50. Slide suivante. Voilà, pour revenir finalement aux expertises. Donc, dans cette slide, l'objectif est d'illustrer de manière plus détaillée les différences de performance par sous-marché géographique et l'importance, encore une fois, d'une gestion discriminante. Alors, je rappelle que le portefeuille de la SCPI Pierre Capital est composé de 70% d'actifs en France et de 30%
d'actifs à Munich. Alors, j'ai fait exprès de dire en France et à Munich. Plus précisément, l'équipe de gestion a souhaité surpondérer le marché des bureaux à Paris par rapport à la France, en lien avec les facteurs clés tels que la connectivité des infrastructures, la productivité par tête de Paris bien plus élevée que la moyenne nationale et le tissu économique diversifié de la capitale. En Allemagne, l'équipe de gestion a surpondéré le marché munichois en hôtellerie et en bureaux en raison des mêmes moteurs identifiés, soit des facteurs économiques locaux à Munich, particulièrement favorables et défensifs en cas de ralentissement de la croissance économique, et des facteurs qui participeraient au rebond en cas de reprise du cycle économique. Donc, ce graphique compare les performances donc 2022 entre le marché français tout type d'actifs et le marché parisien intramuros à gauche, donc là où on est surpondéré. Donc en 2022, les performances globales sur Paris, en rouge, tout secteur confondu cette fois-ci, donc tout secteur confondu, ont enregistré une hausse de 2,5% contre une performance de 0,7% pour le marché immobilier français dans son ensemble. Donc une baisse des expertises sur Paris en fin d'année qui a été inférieure à celle enregistrée sur le marché français. Donc, comme les flèches le suggèrent, le différentiel de performance tient à la moindre baisse des rendements en capital, donc de moins 0,6, contre une baisse des rendements en capital de moins 2,8 pour l'ensemble de la France. Donc, côté anticipation pour Paris intramuros, évidemment, cette anticipation pour Paris intramuros, d'une meilleure résilience des rendements en capital au choc exogène avait bien entendu été anticipée par la feuille de route et l'équipe de gestion en liaison avec nos convictions et nos travaux empiriques. Donc, une conviction renforcée, bien entendu, par la crise sanitaire et encore une fois mise en lumière par Julien Guimet dans ses différents bulletins trimestriels. Donc, identiquement à ce que j'ai fait sur le marché parisien et français, je vais passer au marché allemand. Performance globale tout active, vous voyez bien que la performance est plus élevée à Munich, à 2,4%, contre une performance moyenne de 1,9% pour l'ensemble de l'actif, tout secteur confondu. Donc, de manière similaire au marché parisien, c'est la moindre baisse des rendements en capital qui explique la surperformance globale du marché munichois, encore une fois, tout secteur confondu. Alors, ces illustrations mettent en perspective la résilience du portefeuille pour 2022 et 2023, notamment pour la SCPI Pierre Capital, mais pas que, au-delà des autres fondamentaux associés aux actifs. Donc, elle suggère que les stratégies engagées par l'équipe de gestion, notamment autour du binôme bureau, secteur hôtelier et Paris et Munich, ces stratégies sont résilientes dans le cycle actuel avec une conjecture de potentiel de croissance importante en reprise du cycle économique plus ferme. On va passer à la slide suivante. Il me reste un peu de temps, pas encore, ou pas beaucoup? Oui, tout à fait. Enfin, si on pouvait clôturer sur les 5 dernières minutes et puis répondre aux Ah questions ben après, voilà, ça serait parfait, parfait. Béatrice. Parfait, super. Bon alors, ça c'est un tableau que vous connaissez, que j'ai actualisé, mais que je vais expliciter de manière différente. La dernière fois, j'avais présenté ce tableau pour expliquer finalement le risque locatif. Bon, cette fois-ci, je vais avoir une approche relativement différente. Donc, en moyenne, pourquoi? Parce qu'en fait, ce tableau présente finalement les taux de capitalisation, donc sur la deuxième ligne, pour le bureau Paris Prime QCA, par exemple. En Allemagne, on parle de Berlin, en Espagne, on parle de Madrid et en Italie, on parle de Milan. Bon. L'idée, c'est de dire que, par exemple, selon la granularité des marchés, la décompression aurait été de 75 points de base sur le bureau Prime, par exemple, à Paris, représenté ici dans la colonne France. L'Allemagne, elle aurait connu une décompression des taux autour de 100 points de base, donc à Berlin. Donc, je dis bien aurait, puisqu'encore une fois, c'est ce que disent les brokers en fonction du sentiment de marché et finalement de l'appariement entre acheteurs et vendeurs et des offres qui ont été faites par rapport à des actifs qui ont été mis sur le marché. Donc, cette remontée des taux, telle que je l'ai signifiée sur la seconde ligne, en l'absence d'un nombre de transactions élevé jusqu'à récemment, est finalement une forme de décote implicite nécessaire
pour avoir une liquidité instantanée. Encore une fois, pourquoi je dis ça? Parce que c'est un sentiment de marché, d'accord, par rapport à quelques transactions qui ont été observées, d'accord, des vendeurs qui ont été obligés de liquider certaines positions et forcément des acheteurs qui ont fait une décote. Raison pour laquelle j'ai employé le conditionnel. Alors, selon les chiffres exprimés dans ce tableau, cette décote, quand on fait le calcul, elle oscillerait autour de 20% pour Paris et de 25% à Berlin, comparativement au prix le plus élevé enregistré en 2022. Donc, je fais peak to trough, haut et bas de cycle. Donc, c'est les 2,80 par exemple, taux de capitalisation enregistré à Paris ou à Berlin en haut de cycle versus 3,25 aujourd'hui à Paris, 3,50 sur Berlin. Donc, je vais être plus explicite pour bien expliquer ce que j'entends par sa décote implicite. Alors, dans un marché où la liquidité est fortement réduite par la hausse des taux d'intérêt et une forte incertitude sur la valeur des taux d'intérêt d'emprunt d'État 10 ans, donc d'emprunt à long terme et autres primes de risque, il est bien évident que les potentiels acheteurs proposent un prix avec une forte décote pour offrir une liquidité immédiate aux vendeurs. Pourquoi? Parce que finalement, tant qu'il y a de l'incertitude sur les taux d'intérêt à long terme, il y a aussi de l'incertitude sur les taux d'actualisation qu'on utilise pour les cash flows. Alors, du côté de l'acheteur, cette décote, bien entendu, va intégrer rationnellement toutes les incertitudes sur toutes les primes de risque. Celles que je viens d'évoquer sur les emprunts d'État, la prime de risque locative, la volatilité et aussi l'obsolescence. Donc, vous pouvez imaginer que sur des zones de deuxième couronne en Île-de-France, par exemple, dans des bâtiments qui sont totalement vides, évidemment, les décotes implicites sont relativement beaucoup plus importantes que celles qui ont été identifiées par la seconde ligne. Okay, voilà, cette notion de décote pour une liquidité immédiate, elle est importante à expliquer, notamment aux épargnants, pour qu'en fait, ils puissent faire la différence entre le prix associé sur le marché de la transaction et la valeur d'expertise des actifs qui ont été sélectionnés par un gérant dans le cadre d'un véhicule grand public pour diversifier leur patrimoine. Et plus prosaïquement, il est très important d'avoir cette pédagogie pour relativiser ce que les épargnants peuvent lire sur l'ajustement des marchés au jour le jour et qui pourrait exacerber leur frilosité, notamment sur ce type de véhicule. L'objectif est ici de faire comprendre l'intérêt d'un placement en immobilier pour diversifier leur épargne à long terme en augmentant la rentabilité ajustée à du risque, notamment quand l'effet de sélection permet une forme de résilience. C'est ce que j'ai essayé de montrer par les diapositives précédentes. Donc, la diversification assure cette stabilité de la distribution tant recherchée par les épargnants. Alors, la subtilité du raisonnement ayant été expliquée, je peux à présent commenter le tableau ligne à ligne et rapidement. La première ligne représente donc les taux des emprunts d'État à 10 ans. La deuxième ligne, je l'avais dit, les taux de capitalisation pour les bureaux prime, qui sont évidemment le benchmark, vous le savez. La troisième ligne, la différence entre le taux sans risque et le taux de capitalisation. La quatrième ligne, j'ai calculé ici l'indexation nécessaire pour avoir une prime de risque de 4%, qui est la moyenne sur le long terme. Donc, pour avoir une telle prime de risque, les indexations devraient être de 2,5% en Allemagne, de 3,3% en France, de 3,20% en Espagne. Donc, vous voyez qu'on est à peu près dans les clous, quand j'ai parlé d'ILAC. A priori, l'indexation pourrait éviter d'avoir une trop forte décompression des taux de capitalisation. Si l'indexation n'était pas au rendez-vous, eh bien entendu, pour maintenir la prime de risque, il faudrait que les taux de décompression décompressent, entre guillemets, de manière plus importante. Mais ce n'est pas le scénario, finalement, central qui est mis en avant ici. On va avoir probablement une indexation, comme je l'ai dit, en 2023, qui va permettre finalement de compenser, pas systématiquement, mais en moyenne, finalement, potentiellement une baisse des rendements en capital qui devrait être plus amortie en 2023 qu'elle n'a été observée depuis le second semestre en 2022. Et je vais m'arrêter ici. Je sais qu'il y a une dernière slide peut-être voilà, que tu peux présenter. J'aime beaucoup cette slide. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà présentée. J'avais dit que finalement, quand on a un changement de régime d'inflation et quand on a une inflation relativement élevée,
Ce graphique démontre que quand on réfléchit sur, ou quand on fait une analyse historique, donc sur très très longue période, entre les différentes classes d'actifs, les performances en termes réels sont les plus élevées pour le segment immobilier, ici le segment du logement. Alors, il est bien évident qu'il est possible de répliquer ce type de stratégie avec des actifs qui ont les propriétés similaires à celles du logement en centre-ville. Il s'agit d'actifs localisés dans les fameux écosystèmes productifs dont j'avais déjà parlé la dernière fois, toutes classes d'actifs confondus, ce qui me permet de boucler la boucle avec ce que j'ai dit antérieurement, notamment sur l'indexation et la diversification des portefeuilles. Voilà, j'en ai terminé et je suis disposée à répondre à des questions si vous en avez. Parfait, Béatrice, merci beaucoup. Je vais laisser les slides des contacts commerciaux, puisque vous le savez maintenant, l'équipe commerciale s'est étoffée avec l'arrivée d'Alexandra Druet dans les équipes de Romain Debecco, que vous connaissez, Xavier Royer et moi-même. Voilà, nous allons terminer ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, j'espère à très bientôt. Béatrice, encore une fois, un grand merci pour tes éclaircissements sur l'ensemble des marchés. C'était très appréciable aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très bonne continuation à tous et on vous envoie les invitations pour le prochain webinaire qui aura lieu avant l'été. À très bientôt. Merci à vous et bonne fin de Merci journée. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Au revoir. Merci à toi. Merci à l'équipe. Au revoir.